Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marie Guillemot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, présidente de KPMG pour la France. Hier, je lisais le Figaro et je voyais le patron du MEDEF, Patrick Martin, qui nous dit redouter une récession en France au deuxième trimestre. Alors c'est vrai qu'on a déjà eu au premier trimestre un PIB qui a reculé. Quelles sont les remontées que vous avez, vous, du terrain, que vous observez, le moral des troupes, au niveau des directions, des salariés? Qu'est-ce qui remonte? On va vers une stagflation, une récession ou pas en France? En fait, moi, ce que je constate surtout, c'est que les dirigeants, ils sont extrêmement concentrés et très précautionneux. S'il n'y a pas de choc majeur aujourd'hui, la lenteur à trouver une solution à la crise au Moyen-Orient et à l'inflation des coûts énergétiques, par exemple, c'est vraiment une donnée du problème. Et donc, le plus tôt on sortira de cette crise, évidemment, le moins elle endommagera l'économie. Et puis, on s'avance aussi sur une année présidentielle, si je puis dire. Et donc, là aussi, il y a... Donc, il y a de l'attentisme, encore une fois. Il n'y a pas forcément d'attentisme, mais il y a beaucoup de précautions prises. Et voilà, et une idée qu'il faut s'adapter. Et donc, on l'a vu aussi, c'est que il scénarise quand même un certain nombre de possibilités de sortie de crise au détroit d'Ormuz plus ou moins lentes et les impacts sur leur business model. Donc, il n'y a pas d'attentisme vraiment, mais en revanche, les projets ils sont maturés beaucoup plus longtemps. Ah ouais. Les décisions prises sont quand même plus lentes, mais il y a aussi un élan de transformation qui est important. Et on reparlera de l'IA vraisemblablement, mais c'est aussi une donnée très importante que la technologie. Bon, Choose France, dernière édition, en tout cas avec le président Macron. On a parlé de 93 milliards d'euros d'investissement, 71 projets. Est-ce qu'on peut dire, si on prend un peu de recul, que l'attractivité de la France s'est indéniablement, indiscutablement améliorée ces dernières années ou pas? Et pourquoi est-ce que les investisseurs étrangers nous choisissent? Alors, je pense qu'effectivement, la France ça a pris quand même de l'essor sur le marché des investissements étrangers. Je pense que les 93 milliards qui ont été annoncés sont quand même une bonne nouvelle pour la France. Et ça met en évidence plusieurs éléments. D'abord, la pertinence des choix énergétiques. Et on voit combien devenir peut-être un des hubs de l'IA est important pour la France et repose sur une énergie qui est décarbonée, abondante, avec un prix accessible. Deuxième élément que ça met en évidence, c'est la qualité de nos infrastructures quand même. Donc très important aussi pour les investissements étrangers. Et puis le troisième élément, c'est le vivier de talent. Et quand on parle de l'IA ou de la technologie, on a aussi cette force en France en laquelle on peut croire pour l'avenir. C'est vrai que c'est sur ce montant historique de 90 ou 93 milliards d'euros, tout ça a été tiré par l'intelligence artificielle. On a vu des grands noms, des géants mondiaux, SoftBank, Brookfield, Salesforce. Et donc voilà, donc c'est vrai que notre énergie décarbonée, avoir le plus grand parc nucléaire du monde, c'est vrai que c'est un de nos plus beaux atouts. Après, c'est qu'un petit bout on passe directement à l'IA, mais c'est un petit bout de la valeur ajoutée. Sur l'IA Serturmensch qui expliquait que l'énergie représente en fait 10% de la valeur ajoutée de la chaîne de l'IA. Les 90% restants, tout ce qui est logiciel, modèles, données, services, puces et tout, sont captés par les entreprises qui maîtrisent la technologie et pour le coup, aucune n'est française ou européenne. C'est vrai. En revanche, on a ces capacités-là si on prend effectivement l'autre partie de la valeur ajoutée, qui n'est pas seulement l'énergie ou, je dirais, le hard, on va dire. Il y a tous les viviers de talent et je pense que la France aussi doit savoir non seulement faire grandir des talents qui vont pouvoir être dans une économie très technologique demain au premier plan et les retenir davantage. Je pense que c'est aussi ça la bonne nouvelle, puisque les investissements en France vont permettre à nos générations d'ingénieurs, à nos générations plus jeunes aujourd'hui, de se projeter sur des activités en France. On est capable de les garder aujourd'hui? C'est très difficile parce qu'il y a une bataille assez féroce. On le voit bien, l'IA devient la priorité d'investissement numéro 1 de bon nombre de nos clients, ou en tout cas les transformations technologiques au sens large. Et évidemment, ces profils-là sont très, très courtisés. Il leur faut pour ça un écosystème qui soit attractif et pas seulement une dimension importante. Mais on voit bien les sommes d'investissement en jeu, que ce soit sur les technologies ou sur les talents. Eh bien, effectivement, on a des rapports de force avec d'autres pays comme les États-Unis qui doivent nous interpeller et on doit se mobiliser. Quand le président de la République dit que nous sommes en train de combler le retard que nous avions en matière de puissance de calcul en Europe,
C'est vrai ou pas? Je ne suis pas assez expert pour savoir si c'est vrai ou pas. Je pense que c'est surtout la puissance de calcul déployée, il me semble. Aujourd'hui, on a les technologies, je dirais, presque dans le concept. Maintenant, c'est le passage à l'échelle que, évidemment, on sait faire avec beaucoup moins de rythme qu'aux États-Unis. On n'a pas le même marché, c'est vrai, mais pour ça, il nous faut réfléchir, non pas seulement français, mais européen. Et on le voit bien, et chez KPMG également, on a de plus en plus de clients qui nous demandent de réfléchir avec eux sur des solutions plus européennes. Je reviens sur Choose France, Marie Guillemot. Est-ce que Emmanuel Macron, si on prend un peu de recul, il a été un bon VRP de l'économie tricolore? Puisque depuis 2019, la France, c'est vrai, c'est la destination européenne préférée des investisseurs internationaux et que le cabinet EY l'a confirmé. Alors, en fait, ce que je peux dire, c'est que ces dernières années, on a fait beaucoup de progrès en France sur la façon de marketer le pays, ses infrastructures, ses talents, son énergie, etc. On a fait parler de nous comme un pays favorable à ces grands chantiers économiques. C'est vrai pour Choose France, qui a quand même un rayonnement très important et qui a braqué la lumière sur la France. C'est vrai aussi de toute l'action de la BPI qui, là aussi, porte cet élan français et européen. Ça a permis également, pour les Français entrepreneurs et dirigeants de groupe, de pouvoir être mis en lumière. Et c'est vrai aussi de la façon dont on a pu exporter cette visibilité-là des entreprises françaises. Et ça marque aussi beaucoup. Et je pense que cette convergence et cette fierté d'avoir des pépites en France, ou en tout cas des moyens de défendre un certain nombre de secteurs industriels, je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est que les projets annoncés cette année, encore une fois, 90 milliards d'euros, mais en termes d'emploi, c'est vrai que je suis toujours surpris par le décalage. On parle de 15 600 emplois. Au regard de 90 milliards d'investissements, on se dit que ce n'est pas beaucoup. Je rappelle que 20 000 emplois ont été supprimés dans l'industrie l'an dernier en France. Alors je pense que c'est effectivement, vous me pointez du doigt la question qui se pose à nous. C'est qu'on ne peut pas devenir simplement une nation d'infrastructures ou de data centers. Il nous faut avoir des emplois pour l'ensemble des générations. Et donc, bénéficier de cette IA, bénéficier de cette énergie abondante et décarbonée doit nous permettre aussi d'amorcer une réindustrialisation. Et on sait combien c'est compliqué, c'est long, c'est difficile. Pour autant, on a des entrepreneurs aussi qui musclent leur jeu et on leur souhaite évidemment de poursuivre. Ce qui nous est important, c'est aussi d'avoir un cadre social et fiscal qui soit pérenne, qui soit prévisible. Ça, c'est une des données sur laquelle il y a une attention particulière en ce moment. Notamment en vue de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Absolument. C'est vrai que dans les critiques qui sont faites, et je pense qu'on peut l'entendre, en France, on déroule depuis maintenant 6 ou 7 ans le tapis rouge aux investisseurs étrangers. Est-ce qu'il ne faudrait pas en faire autant pour les entreprises tricolores, pour les pousser à investir sur notre territoire? Là, je me dis que le sujet a été entendu puisque le président a programmé un deuxième Choose France, édition France, voilà, à l'automne, spécialement consacré aux chefs d'entreprise tricolores. On aurait dû le faire avant, ça? Je pense qu'on aurait pu le faire avant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des investissements qui sont rendus très attractifs pour des investisseurs étrangers. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi supporters de nos propres entrepreneurs et dirigeants en France. C'est vrai dans la capacité qu'on leur donne à étendre leur industrie, à bénéficier de conditions favorables à l'expansion de leur entreprise. C'est vrai aussi dans l'accélération des délais sur lesquels ils sont parfois heurtés pour étendre des permis de construire. On en a parlé pour les éleveurs il y a peu de temps, mais c'est vrai aussi des investisseurs en général. Dans l'optique de cette présidentielle qui sera scrutée évidemment par tout le monde, notamment nos partenaires européens, évidemment on ne parle pas de pour qui voter ou ce n'est pas le sujet, mais qu'est-ce qu'il faut faire encore une fois pour rendre la France plus attractive, à la fois pour les investisseurs français, pour les boîtes françaises, pour baisser encore une fois le taux de chômage, créer de la valeur et sortir de nos déficits publics qui sont colossaux? Je pense que et avoir de la croissance durable et pérenne, voilà, tout ça. Il me faut un programme. Alors, moi, je pourrais juste vous donner ma contribution. Je pense que le premier point, c'est déjà de reconnaître que ce sont les entreprises et les entrepreneurs qui créent de la valeur ajoutée, qui créent donc de la croissance et qui créent de l'emploi. Et donc, si on l'oublie, eh bien, effectivement, on peut être sur une critique assez verte des entreprises et des entrepreneurs, mais on oublie que c'est eux qui font le marché de l'emploi. Je pense que je reviens
reviens à ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'un cadre stable sur le social et le fiscal, c'est absolument nécessaire pour que ces entreprises puissent se projeter. Ça a été relativement stable sur le fiscal. Mais la question se repose depuis un certain nombre de mois, on le sait bien, et donc il est temps qu'on sorte aussi de cette période d'incertitude pour pouvoir bien, je dirais, relâcher les énergies. C'est le premier élément, et puis il faut aussi que la simplification, elle soit réelle et tangible, parce que nos entreprises passent aussi beaucoup de temps. Il y a vraiment un sujet, parce que c'est ça que tous les présidents ont dit on va faire des plans de simplification. On l'entend depuis des années. François Hollande, Nicolas Sarkozy, enfin, Emmanuel Macron. Et au final, ça a accouché d'une souris, tout ça? Oui, mais on sait le faire. Si on compare, si on regarde ce qui s'est passé pour les JO, pour Notre-Dame, un mode dérogatoire a permis de fonctionner de façon vraiment accélérée qui a rendu finalement la France et les Français assez fiers. Et donc en fait, c'est comment on apprend de ces exceptions-là pour pouvoir avoir un mode d'emploi qui est plus en rythme avec les transformations du monde. Quoi, par exemple ? Pas forcément des dérogations, mais il faut que des processus soient bien accélérés. Il faut sans doute moins de strates ou une clarté sur qui décide de quoi pour qu'il y ait moins de parties prenantes qui soient autour de la table. Les normes européennes, les normes françaises, les transpositions des normes européennes en droit français. Par exemple ? Ah mais c'est un mammouth. Hein. C'est un mammouth, mais c'est aussi, je pense, étape par étape. On le voit bien sur les permis de construire. Et les data centers nous posent aussi cette question d'une certaine façon, parce que le temps de gérer un projet en France est plus rapide et moins rapide que dans certains pays. Donc c'est aussi notre compétitivité qu'il faut aller chercher dans ce rythme. Marie Guillemot, avant de se quitter, vous avez signé en mai un accord mondial avec Anthropic. Oui. Qui donnera accès à Claude AI, à vos 276 000 collaborateurs. Il a combien en France? C'est exact, on est 8 000 en France. Voilà. C'est un game changer, ça. On vit vraiment, parce qu'il y a des gens qui se posent la question de la révolution IA, de ses effets, encore une fois, sur la productivité, sur l'emploi. Les deux sont liés, évidemment. Bien sûr. Il y a de quoi s'inquiéter ou il y a de quoi se réjouir, ou les deux je pense qu'il faut être vigilant, mais il y a aussi des opportunités importantes. Donc pour nous, c'est effectivement une mutation très importante, en particulier dans nos métiers, mais pas seulement, dans l'économie au sens large. C'est d'ailleurs une priorité d'investissement pour, je ne sais plus, c'est à peu près 2/3 des entreprises dans le monde. Et c'était le même pourcentage en France, c'est ce qu'on avait sorti dans l'étude CEO Outlook à l'automne dernier. Donc c'est un mouvement de fond qui vise à aussi se reposer la question des rôles et des responsabilités. Donc c'est là qu'est cette vigilance, parce qu'on ne peut pas déployer sans avoir ce cadre de sécurité, ce cadre d'accès et cette vigilance sur les usages et l'intentionnalité de ces usages. Bien sûr. Mais c'est aujourd'hui des opportunités également. Déjà juste dans l'ordre, le montant investi, j'ai vu un chiffre passer, 1 milliard, c'est ça non, je ne sais pas, j'ai vu un chiffre passer. Quel montant, quel investissement? À combien ça correspond l'investissement pour... Chez KPMG, vous dites? Ouais. Oui, c'est à peu près de cet ordre-là par an. Okay. Alors ça, c'est au niveau mondial, bien sûr. J'aimerais que ce soit pour vous au niveau... Et alors, ce qui est aussi un élément important, c'est que KPMG s'appuie sur différents modèles d'intelligence artificielle. Vous avez cité Anthropic, puisqu'on a annoncé cette alliance mondiale. Après, évidemment, elle va se décliner progressivement dans les pays. Il y a aussi d'autres solutions souveraines qui sont dans nos portefeuilles d'alliance. Ok. Voilà. Et au quotidien pour les consultants, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Est-ce que ça va générer... Je vous ai lu, vous avez parlé de 30% de gain de productivité, c'est énorme. Et sur le quotidien, au-delà des chiffres, en quoi ça change la vie et le quotidien? Alors le pourcentage, effectivement, ça c'est le titre, mais mon propos était plutôt de dire que ça pouvait être jusque-là. Mais en fait, nous, ce que ça change, c'est pas évidemment du soir au lendemain 30% de productivité. Ce que ça change, c'est qu'on a embarqué des modèles d'IA dans chacun de nos métiers, sur notre plateforme d'audit, de conseil et de juridique et fiscal. Ce sont des services qui, du coup, ont une profondeur et un ciblage avec une force de préconisation qui est renforcée par l'IA. Il faut un exemple, juste pour qu'on comprenne bien. Il faut un exemple. Eh bien, il y a un certain nombre de travaux qui mettent du temps quand on n'utilise pas l'intelligence artificielle. C'est des estimations, c'est des projections, c'est de la conformité. Ça met du temps parfois.
l'IA va nous permettre d'accélérer, mais ce que nos clients achètent et viennent chercher chez nous, c'est de l'expérience, c'est du retour et du recul, du jugement, et c'est aussi de la confiance. Donc ça suppose qu'en fait, ce ne soit pas délégué à des intelligences artificielles sans ce cadre éthique et de responsabilité. On ne délègue pas notre signature d'audit à une IA. Par contre, on s'appuie sur des IA pour pouvoir avoir une force de recommandation plus forte. Et donc, vous allez former vos et collaborateurs? donc, il faut former les collaborateurs. Absolument, et je pense que c'est le principal défi que nous pose l'IA, c'est comment former l'ensemble de nos collaborateurs, bien sûr les jeunes et les moins jeunes, c'est toutes les formations qui sont revues. C'est aussi une formation non pas seulement à la technologie et à l'utilisation de ces différents modèles, c'est aussi beaucoup de jugement critique et d'éthique. Et donc, on a ces deux piliers qui doivent fonctionner ensemble. Au détriment ou pas à terme de l'emploi? Est-ce que, je ne dis pas que vous allez virer des gens, est-ce que vous embaucherez moins, notamment des jeunes, parce que on peut mettre quelqu'un de plus senior avec de l'IA à la place de... Nous, si vous voulez, nos jeunes... Quand je dis vous, c'est le secteur. Oui, j'entends bien, mais en fait, nos jeunes, ce sont ceux qui sont expérimentés demain, et c'est l'expérience qu'achètent principalement nos clients. Donc bien sûr, ils souhaitent qu'on soit efficace et qu'on soit pertinent, donc l'IA est importante, mais effectivement, il nous faut former des jeunes. On recrute cette année 2000 juniors chez KPMG et en France, avec à peu près 150 ingénieurs qui viennent renforcer les 500 précédents. Donc avec des profils plus technologiques ou plus technophiles, mais ça nécessite néanmoins qu'on puisse revisiter nos formations. Ce ne sont pas les mêmes formations qu'il y a quelques années, en effet. C'est une mutation. Merci de passer nous voir. Marie Guillemot, donc entretien avec Marie Guillemot, présidente de KPMG pour la France, invitée de la grande interview en direct, en replay sur Boursorama et sur YouTube. Merci à vous. Merci.